Il y a 5000 ans, un empereur chinois a pris une décision que personne n'avait prise avant lui. Il a décidé de tester chaque plante qui existait sur son propre corps. Son nom était Shenong, le fermier divin, le père de la médecine chinoise, l'homme qui s'est empoisonné 70 fois en un seul jour pour que l'humanité sache ce qui guérissait et ce qui tuait. 365 plantes, une pour chaque jour de l'Éphianée. Il les mâchait, les infusait, les inhalait, les étalait sur sa peau, et il attendait. Il observait ce qui se passait, quel organe réagissait, quelle douleur apparaissait, quel soulagement arrivait. Chaque réaction était notée. Chaque découverte était enregistrée. Son corps était le laboratoire. Sa souffrance était la méthode. Son héritage allait devenir le premier herbier de l'histoire humaine. Certaines plantes l'ont fait vomir pendant des heures. D'autres l'ont laissé paralysé. D'autres l'ont mené au bord de la mort. Mais il a aussi trouvé celle qui guérissait, celle qui régénérait, celle qui rendait la force aux faibles, la clarté aux esprits confus, la vie aux mourants. Il a classé chaque plante. Il a identifié quel organe elle aidait, quelle maladie elle combattait, quelle dose soignait et quelle dose tuait. Et puis, une herbe le a vaincu. Son intestin s'est rompu. Son corps est devenu jaune. Une plante si toxique que même Shenong n'a pas pu survivre. Il est mort comme il avait vécu, en testant, en expérimentant, en se sacrifiant pour que les autres n'aient pas à le faire. Mais avant de mourir, il a laissé un cadeau, un manuscrit contenant tout ce qu'il avait découvert. Le Shenong Ben Sao Jing, l'herbier interdit. Le savoir écrit avec son propre sang. Et cette nuit, ce savoir va être révélé. 12 plantes, les plus puissantes, celles que Shenong a marquées comme sacrées. L'empereur qui a donné sa vie pour cette connaissance s'apprête à parler. Il suffit d'y écouter. Chapitre 1. Le ginseng, Chine. Il y a 5000 ans, un homme marche dans les montagnes avec une besace vide et une décision irrévocable. Il ne porte pas d'armes, il ne porte pas de provisions, il ne porte que son corps et la volonté de le détruire si nécessaire. Son nom est Shenong. Certains disent qu'il est né avec le torse transparent, qu'il pouvait voir ses propres organes, que lorsque quelque chose entrait en lui, il observait exactement quel organe réagissait, lequel s'illuminait, lequel s'assombrissait. Mythe ou vérité, personne ne le sait. Ce que l'on sait, en revanche, c'est ce qu'il a fait de ce corps. Il en a fait un laboratoire. 365 plantes, une par jour. Et parmi toutes, 12 furent classées comme les plus puissantes. Celles qui régénéraient, celles qui rendaient la vie là où la vie s'était retirée. Voici ces 12 plantes. La première attend sous la terre des montagnes, là où la brume ne se dissipe jamais. Elle pousse sur des pentes sombres, où le soleil arrive à peine. Dans une terre humide, froide, protégée par de vieux arbres, qui empêchent la lumière de toucher le sol. Là, dans l'obscurité, cette racine grandit en silence pendant des années, parfois des décennies. Elle accumule quelque chose qu'aucune autre plante n'accumule. Ceux qui la cherchent peuvent passer leur vie entière à la traquer. Des générations entières, dans certaines familles, dédiées à une seule tâche. Monter dans les montagnes, marcher dans la brume, observer les signes, deviner où elle peut se cacher. Beaucoup reviennent les mains vides, certains ne reviennent pas du tout. Mais ce qui trouble le plus, ce n'est pas sa rareté, qui est sa forme. Quand on la déterre enfin, celui qui la voit pour la première fois recule. Parce que la racine a une forme humaine. 2 jambes, 2 bras, un torse, une tête. Comme si la terre avait voulu créer un homme et s'était arrêtée à mi-chemin. Comme si quelque chose de vivant avait été enterré et transformé en végétal. Quand Shenong la déterra pour la première fois, ses accompagnateurs prirent la fuite. Ils croyaient voir un démon, un esprit du sous-sol pris entre 2 mondes, quelque chose qui ne devait pas être touché. Ils crièrent à l'empereur de la laisser, de la réenterrer, d'oublier qu'il l'avait trouvée. Shenong, lui, ne recula pas. Il la prit entre ses mains. Il la nettoya avec soin, comme on nettoie le visage d'un enfant endormi. Il la contempla longuement. Il étudia chaque racine qui ressemblait à un doigt, chaque courbe qui rappelait une articulation. Puis il fit ce qu'il faisait toujours. Il la porta à sa bouche. Le goût le surprit. D'abord amer, puis doux, puis quelque chose d'indescriptible. Une sensation qui naissait sur la langue, mais ne s'y arrêtait pas, qui descendait dans la gorge, qui atteignait l'estomac, qui s'étendait du centre vers les extrémités, comme si quelqu'un avait allumé un feu invisible dans sa poitrine. Shenong attendit la douleur, le vomissement, la paralysie. Ils ne vinrent pas. Ce qui vint
fut lisse inverse, une énergie qu'il n'avait ressentie avec aucune autre plante. Pas une énergie nerveuse qui excite puis abandonne, une énergie profonde, stable, comme si ses organes fatigués se souvenaient soudain de leur force d'autrefois, comme si quelque chose d'éteint se rallumait. Ce jour-là, il marcha plus longtemps que n'importe quel autre jour de sa vie. Il pensa plus clairement, il vit plus nettement. Il sentit son corps répondre comme il avait oublié que son corps pouvait répondre. La nuit venue, il ne s'était pas fatigué. L'aftaube venue, il ne les était toujours pas. Alors il écrivit dans son manuscrit, « Cette racine, qui imite la forme humaine, contient l'essence de la montagne. Elle renforce les 5 organes. Elle calme l'esprit agité. Elle réveille l'esprit endormi. Elle éclaircit les yeux voilés. Elle ouvre le cœur fermé. Celui qui la consomme sentira la vie revenir là où elle s'était retirée. » Il la classa comme herbe supérieure. Dans le système de Shennong, il y avait 3 catégories. Les herbes inférieures étaient des poisons. Elles pouvaient devenir médecine, mais uniquement à des doses exactes, à des moments précis. Les herbes moyennes soignaient les maladies, mais elles exigeaient un prix. Elles avaient des effets à surveiller. Les herbes supérieures étaient différentes. On pouvait les prendre chaque jour sans dommage. Elles ne faisaient pas que guérir, elles prévenaient. Elles ne faisaient pas que réparer le malade. Elles fortifiaient le sein. Le ginseng fut la première herbe supérieure de l'herbier, la plus révérée, la plus recherchée. Celle que les empereurs suivants paieraient en or. Une racine de 100 ans valait plus qu'une maison. Une racine de 200 ans valait plus qu'un village. Les chasseurs de ginseng devinrent des légendes. Des hommes capables de passer des mois seuls dans les montagnes, de lire la brume comme on lit un texte, de deviner des signes invisibles. Des familles entières dédiées à cet art, de génération en génération. Un savoir transmis de père en fils comme un trésor. On disait que le ginseng le plus puissant poussait là où la foudre était tombée. Là où le ciel avait touché la terre, là où l'énergie d'en haut s'était mêlée à l'énergie d'en bas. Ces racines-là contenaient quelque chose que les autres ne contenaient pas, quelque chose d'inexplicable, mais immédiatement perceptible, dès l'instant où cela entrait dans le corps. Ce que Shennong a découvert il y a 5000 ans, la science le confirme aujourd'hui. Le ginseng contient des composés qui aident le corps à s'adapter, qui équilibrent ce qui est déséquilibré, qui renforcent ce qui est faible sans agresser ce qui est fort. Il ne pousse pas le corps dans une direction, il l'aide à retrouver son centre. L'organe que le ginseng régénère n'est pas un seul organe, c'est l'énergie qui fait fonctionner tous les organes, la force vitale que les anciens appelaient Ki, le feu invisible qui maintient tout en mouvement. Quand ce feu s'affaiblit, le ginseng le rallume. Quand ce feu se dérègle, le ginseng l'harmonise. La première plante de l'herbier interdit est révélée, la racine à forme humaine, celle que Shennong goûta en premier. Et que Ti l'honora plus que toutes les autres. Chapitre 2. Le Goji. Dans les montagnes du Tibet, là où l'air est si mince que les étrangers s'évanouissent, poussent des arbustes qui donnent de petites baies rouges. Les moines qui vivent à ces hauteurs les récoltent chaque automne. Ils empruntent des sentiers que presque personne ne connaît. Ils atteignent des endroits où aucun étranger n'a jamais posé le pied. Et ils reviennent avec des paniers remplis de ces baies qui brillent comme de minuscules gouttes de sang sous le soleil de la montagne. Les moines tibétains sont connus pour quelque chose qui défie la logique. Ils vivent plus longtemps que presque tous les autres humains. Dans certaines vallées reculées de l'Himalaya, trouver des personnes de 100 ans n'a rien d'exceptionnel. Des hommes et des femmes qui ont traversé un siècle entier, qui marchent encore dans les montagnes, qui méditent encore à l'aube, qui gardent l'esprit clair et les yeux lumineux. Quand on leur demande leurs secrets, beaucoup répondent la même chose. Les baies rouges, celles qu'ils mangent chaque jour, celles qu'ils mangent depuis lisse enfance, celles que leurs parents mangeaient, et leurs grands-parents, et les parents de leurs grands-parents. Une chaîne de longévité qui remonte à des millénaires. Shennong avait découvert ces baies bien avant l'existence des monastères tibétains. Il les trouva dans les régions montagneuses du nord de la Chine, là où les arbustes poussaient à l'état sauvage entre les rochers, de petites baies rouges vifs, dévorées avec avidité par les oiseaux. Là où les oiseaux mangent sans mourir, Shennong savait qu'il pouvait goûter. Il en prit une poignée, les mâcha lentement. Le goût était doux, avec une légère amertume en arrière-plan. Agréable, très différent de nombreuses plantes que son corps rejetait immédiatement. Ces baies entraient sans résistance, comme si le corps les reconnaissait, comme s'il les attendait. Les effets ne furent pas immédiats. Shennong observa. Il nota qu'il n'y avait ni douleur, ni malaise, ni réaction négative. Elle semblait presque ordinaire. Peut-être simplement nourrissante, peut-être sans pouvoir particulier, mais il continua à en manger chaque jour, une poignée, jour après jour.
semaine après semaine. Et alors il remarqua quelque chose, ses yeux. Shenong n'était plus jeune. Des années de tests avaient fatigué son corps. Sa vue s'était détériorée. Les objets lointains devenaient flous. Lire ses manuscrits exigeait de les rapprocher toujours plus de son visage. Après plusieurs semaines de baies rouges, le monde commença à s'éclaircir. Pas soudainement, progressivement, comme une vitre que l'on nettoie lentement. Un jour, il se surprit à lire à la distance de sa jeunesse. Un autre jour, il distingua des détails sur les montagnes lointaines qu'il ne voyait plus depuis des années. Les baies guérissaient ses yeux. Shenong approfondit ses observations. Il en donna à des anciens de sa cour, dont la vision avait faibli. Un après l'autre, ils rapportèrent la même chose. Une amélioration graduelle. Le monde redevenait net. Les couleurs reprenaient leur intensité. Il écrivit dans son manuscrit: ces baies rouges des montagnes nourrissent les yeux comme aucune autre plante. Elles éclaircissent la vision troublée. Elles renforcent la vue affaiblie. Les anciens qui les consomment voient comme dans leur jeunesse. Les jeunes qui les consomment protègent leurs yeux pour la vieillesse à venir. Mais ce ne m'était pas tout. Shenong remarqua aussi que ceux qui mangeaient ces baies régulièrement tombaient moins malades, qu'ils résistaient mieux aux hivers, qu'ils se rétablissaient plus vite après les maladies. Les baies ne soignaient pas seulement les yeux, elles fortifiaient quelque chose de plus profond, quelque chose qui protégeait tout le corps. Il les classa comme herbes supérieures, aux côtés du ginseng, une plante que l'on pouvait consommer chaque jour sans danger, une plante dont les bienfaits s'accumulaient avec le temps. Les taoïstes adoptèrent le goji comme pilier de leur quête de longévité. Ils croyaient que ces baies contenaient l'essence combinée du ciel et de la terre, que ceux qui les consommaient pendant des décennies pouvaient atteindre une longévité presque surnaturelle. Les maîtres taoïstes légendaires, ceux qui vivaient dans les grottes et méditaient pendant des années, consommaient tous du goji quotidiennement. La science moderne a confirmé ce que les anciens avaient observé. Ces petites baies contiennent une concentration exceptionnelle de nutriments. Plus de vitamine C que la plupart des fruits, plus de bêta-carotène que les carottes, des antioxydants puissants qui protègent les cellules, des composés spécifiques qui nourrissent la rétine et préviennent la dégénérescence visuelle. Les organes que le goji régénère et double, les yeux et le système de défense du corps. La vision qui permet de voir le monde et le bouclier invisible qui protège contre ce que le monde envoie. Shenong ne savait pas pourquoi cela fonctionnait. Il savait seulement que cela fonctionnait. Il l'avait testé sur son propre corps. Il l'avait observé chez les autres. Et il l'avait inscrit pour que ce savoir ne disparaisse jamais. La deuxième plante de l'herbier interdit est révélée. Les baies rouges des montagnes, celles que les anciens mangeaient pour continuer à voir le monde, tandis que les siècles passaient. Chapitre 3. Le fastragal. Les anciens Chinois l'appelaient le protecteur invisible. Elle ne guérissait pas les maladies, elle les empêchait d'apparaître. Elle ne réparait pas ce qui était déjà brisé, elle empêchait que cela se brise. Elle ne combattait pas les envahisseurs déjà entrés. Elle fermait les portes avant qu'ils ne puissent entrer. Cette racine pousse dans les steppes du nord de la Chine et de la Mongolie. Des terres où l'hiver dure plus longtemps que l'été, où le vent coupe la peau, où seules survivent les plantes qui ont appris à résister à ce qui tuerait les autres. Le fastragal prospère là où presque tout meurt. Et cette capacité à résister, elle la transmet à ceux qui la consomment. Shenong découvrit cette plante en suivant des pasteurs nomades. Il observa que certaines tribus tombaient rarement malades, que lorsque les épidémies traversaient les steppes, certaines familles restaient intactes, tandis que d'autres tombaient les unes après les autres. Ce ne c'était pas de la chance, il y avait quelque chose de différent. Il leur demanda ce qu'ils faisaient. Les nomades lui montrèrent une racine jaune qu'il faisait bouillir chaque matin dans de l'eau. Il l'utilisait depuis des générations. Il ne savait pas expliquer son fonctionnement. Il savait seulement une chose, ceux qui la buvaient tombaient moins malades. Les enfants qui grandissaient avec elle survivaient plus souvent. Les anciens vivaient plus longtemps. Shenong prit la racine et la goûta. Le goût était doux, léger, sans agressivité, comme une plante qui voulait être consommée. Les effets ne furent pas spectaculaires. Pas de montée d'énergie comme avec le ginseng, pas d'amélioration immédiate comme avec le goji. Si Shenong l'avait testé un seul jour, il aurait pensé qu'elle ne faisait rien. Mais il avait appris que certaines médecines travaillent en silence. Il en but chaque jour, pendant des semaines, puis des mois. Et alors, il remarqua quelque chose que seule la patience permet de voir. Il ne tombait pas malade. Cet hiver-là fut particulièrement cruel. Des fièvres traversèrent la cour impériale, comme un feu dans de l'herbe sèche. Ministre malade, serviteur alité, même des médecins tombèrent malades. Shenong resta debout. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la racine jaune. Elle construisait silencieusement des défenses invisibles. Il écrivit dans son manuscrit, cette racine des steppes du nord
renforce ce que les sages appellent l'énergie protectrice. Le bouclier invisible qui circule à la surface du corps, celui qui empêche les envahisseurs d'être entrés, celui qui repousse les maladies avant qu'elles ne s'installent. Les anciens appelaient cette force Wei Qi, une énergie de défense, un système de protection constant. Un corps avec un Wei Qi faible est comme une ville sans murailles. Tout peut entrer. Un corps avec un Wei Qi fort est une forteresse. Les ennemis se brisent contre ses défenses avant de causer le moindre dommage. La déesse Astragal nourrit cette armée invisible. Elle lui donne de la force, de la vitesse, de l'endurance. Les empereurs qui succédèrent à Shennong comprirent sa valeur. Ils ne la prenaient pas quand ils étaient malades. Ils la prenaient pour ne jamais tomber malade. Chaque matin, l'empereur buvait son infusion d'Astragal. Chaque matin, ses défenses se renforçaient. Depuis 5000 ans, les médecins chinois utilisent l'Astragal sans interruption, génération après génération, siècle après siècle. La même racine jaune, le même renforcement silencieux. La science moderne a confirmé cette sagesse ancienne. L'Astragal contient des composés qui stimulent le système immunitaire, qui augmentent les globules blancs, qui améliorent la capacité du corps à reconnaître et détruire les menaces. Ce que les nomades avaient observé par l'expérience, la biologie l'explique aujourd'hui. L'organe que l'Astragal régénère n'est pas visible. C'est tout le système de défense, le réseau de cellules, les signaux chimiques, les réponses rapides, le bouclier qui travaille sans repos. Shennong la classa comme herbe supérieure. Non parce que elle guérissait spectaculairement, mais parce qu'elle empêchait la maladie d'exister, parce qu'elle construisait la force au lieu de réparer la faiblesse, parce que elle protégeait l'avenir. La troisième plante de l'herbier interdit est révélée, la racine jaune des steppes, le protecteur invisible découvert par les nomades et adopté par les empereurs. Chapitre 4, le gingembre. Confucius ne mangeait jamais sans lui, le philosophe le plus influent de Chine, l'homme dont les paroles ont façonné une civilisation entière, suivait une règle sans exception. À chaque repas, simple ou somptueux, il devait y avoir du gingembre, pas par goût, par discipline, par médecine quotidienne déguisée en condiment. Les textes anciens le confirment. Le maître ne mangeait rien sans gingembre, parce qu'il savait ce que cette racine faisait dans le corps, parce qu'il comprenait que la digestion était la base de la santé, et que le gingembre était le gardien de la digestion. Shennong découvrit le gingembre dans les régions tropicales du sud, une racine noueuse, étrange, qui poussait horizontalement sous la terre, comme si elle cherchait à s'échapper. Lorsqu'il la déterra, une odeur piquante envahit l'air, forte, impossible à ignorer. La plante annonçait sa présence avant même d'être vue. Il la goûta avec prudence. La brûlure envahit sa langue, un feu qui n'était pas exactement une douleur, mais pas non plus un confort. Une sensation qui réveillait les tissus engourdis. Puis ce feu descendit dans l'estomac, et au lieu de brûler, il réchauffa. Shennong sentit une chaleur se répandre depuis le centre de son corps vers l'extérieur, comme si un petit foyer venait d'être allumé dans ses entrailles. Cette nuit-là, il digéra mieux que jamais. Il avait mangé un repas lourd, qui normalement l'aurait laissé ballonner et inconfortable pendant des heures. Avec le gingembre, la lourdeur disparut. La nourriture fut transformée sans effort. Il expérimenta pendant des semaines les mêmes repas, avec gingembre, sans gingembre. La différence était évidente. Avec le gingembre, la digestion était fluide. Sans lui, elle devenait pénible. Il écrivit dans son manuscrit « Cette racine de feu réchauffe le centre du corps. Elle réveille le estomac endormi. Elle met en mouvement ce qui est stagnant. Elle transforme ce qui est cru. C'est le feu qui cuit la nourriture après qu'elle a été avalée. Sans ce feu, les aliments pourrissent à l'intérieur. Avec ce feu, ils deviennent vie. » Les anciens parlaient du feu digestif, la chaleur interne qui transforme les aliments en énergie. Quand ce feu est faible, la digestion échoue. Quand il est fort, tout circule correctement. Le gingembre nourrit ce feu. Mais Shennong découvrit autre chose. Un jour, il en consomma alors qu'il souffrait de nausées. Les nausées disparaissaient rarement avec les plantes. Souvent, elles s'aggravaient. Mais cette fois, elles cessèrent en quelques minutes. Comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur, l'estomac se calma. La sensation de vomir s'évapora. Il nota ce pouvoir avec un intérêt particulier. Les voyageurs souffraient de nausées. Les femmes enceintes aussi. Les malades également. Une plante capable de soulager ce malaise était un trésor. Les marins chinois ne voyageaient jamais sans gingembre. Le mouvement des bateaux rendait beaucoup d'hommes malades. Ceux qui mâchaient du gingembre restaient stables. Ils travaillaient pendant que les autres souffraient. Le gingembre se révéla aussi utile contre le froid. Lors des jours glacials, ceux qui en consommaient sentaient moins le froid pénétrer leur corps. La chaleur interne agissait comme une protection supplémentaire.
Les anciens de la cour commencèrent à boire du thé de gingembre chaque matin. Ils rapportèrent que l'hiver les affectait moins. Avec le temps, ces usages se multiplièrent. Gingembre pour la digestion lente, gingembre pour les nausées, gingembre pour le froid interne, gingembre pour réveiller la circulation. L'organe que le gingembre régénère est l'estomac, le chaudron où les aliments se transforment. Sans un estomac fort, aucun nutriment ne peut être utilisé. Shennong le classa comme herbe moyenne, puissante, essentielle, mais spécifique, une plante qui devait être présente dans chaque cuisine, comme Confucius l'avait compris depuis longtemps. La quatrième plante de l'herbier interdit est révélée, la racine de feu. Le gardien de l'estomac que le plus grand sage de Chine n'abandonnait jamais. Chapitre 5. La cannelle. La cannelle n'est ni racine, ni feuille, ni fruit. La peau d'un arbre. L'écorce qui le protège du froid, des insectes, des attaques, l'armure végétale que l'arbre crée pour survivre, et les anciens découvrirent que cette protection pouvait être transmise à celui qui la consommait. Dans le sud de la Chine poussaient ces arbres à l'écorce parfumée. Les récolteurs grimpaient dans les montagnes humides où ils prospéraient. Ils attendaient que l'arbre atteigne l'âge parfait. Trop jeune, ses écorces manquaient de puissance. Trop vieux, elle devenait amère et dure. Il existait une fenêtre précise. Alors il détachait l'écorce en longues bandes. En séchant, elle sut enrouler sur elle-même, formant les rouleaux que le monde entier connaît aujourd'hui. Mais à l'époque de Shennong, ces rouleaux valaient plus que l'argent. La cannelle était une monnaie de roi. On payait des tribus avec elle. On le s'offrait entre souverains. On la gardait dans les trésors impériaux. Un marchand qui en rapportait des montagnes du sud pouvait devenir riche en un seul voyage. Il survivait au voyage. Shennong obtint sa première cannelle d'un commerçant qui avait risqué sa vie. L'arôme le frappa avant même qu'il ne voie l'écorce. Doux et épicé à la fois, chaud, réconfortant. Comme si l'odeur elle-même pouvait réchauffer le corps. Il la mâcha lentement. Le goût était intense, des sabords sucrés, puis une chaleur douce qui se répandait. Pas le feu vif du gingembre, une chaleur enveloppante, comme une étreinte venue de l'os intérieur. Cette chaleur descendit dans la poitrine, puis commença à circuler. Shennong sentit sa circulation réagir, un picotement dans les mains, une sensation de mouvement dans les pieds, comme si des rivières internes trop lentes se remettaient à couler. Ses mains, toujours froides, se réchauffèrent. Ses pieds cessèrent de souffrir du froid. La cannelle faisait circuler le sang là où il n'arrivait plus correctement. Il expérimenta pendant des mois. Il en donna à ceux qui avaient toujours froid aux extrémités, aux anciens dont la circulation s'était ralentie, aux femmes souffrant chaque mois de douleurs liées au sang stagnant. Tous ressentirent la même chose. Chaleur où il y avait froid, mouvement où il y avait blocage, soulagement où il y avait douleur. Il écrivit « Cette écorce aromatique du sud met le sang en mouvement. Elle réchauffe ce que le froid a envahi. Elle ouvre les chemins fermés. Elle pousse la vie vers les endroits où elle s'était retirée. La cannelle devint le remède de la circulation, pour les doigts bleus en hiver, pour les douleurs dues au sang stagnant, pour le froid interne permanent. » Mais Shennong remarqua autre chose. Ceux qui consommaient régulièrement de la cannelle désiraient moins les aliments sucrés. Elle avait une douceur naturelle, mais surtout, elle satisfaisait les envies. Comme si le corps croyait avoir déjà reçu ce qu'il réclamait. Les personnes mangeaient mieux et maintenaient leur poids plus facilement. Les taoïstes utilisaient la cannelle pour préserver la chaleur vitale. Ils disaient que le froid était le début de la mort et que la chaleur était la base de la vie. Maintenir le feu intérieur allumé, c'était prolonger l'existence. L'organe que la cannelle régénère est tout le système circulatoire, le cœur, les artères, les veines, les capillaires, tous les fleuves internes qui nourrissent chaque cellule. Quand la circulation faiblit, tout décline. Quand elle est forte, tout vit. La cannelle ravive ce flux. Shennong la classa comme herbe moyenne, puissante mais à utiliser avec respect, car le feu guérit, mais le feu excessif détruit. La cinquième plante de l'herbier interdit est révélée. L'écorce du sud, le feu liquide qui remet le sang en mouvement. Chapitre 6. La réglisse. Les anciens l'appelaient la pacificatrice, pas parce que telle était faible, parce qu'elle possédait un pouvoir qu'aucune autre plante n'avait, le pouvoir d'harmoniser, d'unifier, de faire coopérer ce qui était en conflit. Elle pousse dans les plaines sèches du nord de la Chine et de l'Asie centrale. Une plante modeste, sans fleurs spectaculaires, sans fruits brillants, seulement de longues racines qui s'enfoncent profondément dans la terre, cherchant l'eau là où l'eau manque. Des racines capables de survivre à des sécheresses qui tueraient les autres plantes. Et dans ces racines, une douceur incroyable. La réglisse est 50 fois plus sucrée que le sucre. Une douceur née dans la sécheresse, un mystère pour les anciens. Comment un sol aride pouvait-il produire une telle douceur
Shennong découvrit la réglisse par hasard. Il expérimentait des mélanges de plantes, certaines s'y annulaient. D'autres devenaient dangereusement puissantes. Beaucoup refusaient simplement de fonctionner ensemble. Un jour, il ajouta de la réglisse à une formule instable, et tout changea. Les plantes cessèrent de se combattre, les effets devinrent harmonieux, la formule devint efficace et stable. Shennong répéta l'expérience encore et encore, toujours le même résultat. La réglisse apaisait les excès, renforçait les faiblesses, unifiait les forces opposées. Il écrivit « Cette racine douce des plaines sèches possède un don unique. Elle fait coopérer les autres plantes. Elle réduit la toxicité des herbes dangereuses. Elle amplifie l'effet des herbes douces. Elle guide toutes les forces vers un même but. » Mais la réglisse avait aussi ses propres pouvoirs. Shennong la consomma seul pour les observer. Il remarqua des sabords sa gorge. Des années de tests avaient irrité ses poumons. Une toux persistante lui accompagnait. La réglisse calma cette toux, adoucit la gorge, recouvrit les tissus irrités comme un baume liquide, puis il observa son estomac. La réglisse apaisait l'acidité, protégeait les parois digestives, soulageait les douleurs. Les personnes souffrant de brûlures trouvaient un soulagement rapide. Mais il y avait aussi un effet plus subtil, elle calmait l'esprit, pas comme une drogue qui endort, comme une présence rassurante. Les anxieux devenaient plus calmes, les irritables plus patients, comme si la réglisse harmonisait aussi les émotions. Les médecins qui suivirent Shennong en firent la base de la médecine chinoise. Elle apparaît dans plus de formules que toute autre plante, pas comme ingrédient principal, comme l'élément qui fait fonctionner les autres correctement. Le chef d'orchestre qui ne joue pas, mais qui coordonne tout. On disait que la réglisse entrait dans les 12 méridiens du corps, les canaux par lesquels circule l'énergie vitale. La plupart des plantes n'agissent que sur quelques méridiens. La réglisse agit sur tous. Elle atteint chaque organe, chaque système, chaque recoin du corps. C'est pour cela qu'elle peut accompagner presque toutes les herbes. Poumons, foie, cœur, rein, estomac, elle aide partout. L'organe que la réglisse régénère n'est pas un seul organe. C'est cette harmonie du corps entier, l'acte équilibre entre toutes les fonctions. Quand le corps est en désordre, tout souffre. Quand l'équilibre revient, tout se restaure. La réglisse réorganise, rééquilibre, rappelle au corps comment fonctionner comme un tout. Shennong la classa comme herbe supérieure, pas seulement parce que Fel guérissait, mais parce que Fel unifiait, parce que Fel transformait le chaos en harmonie. La 6e plante de l'herbier interdit est révélée, la racine douce des plaines, la pacificatrice, celle qui apprend à toutes les autres plantes à travailler ensemble. Chapitre 7. Le curcuma. Les anciens luttent appelaient Lucéor de la terre, pas pour sa valeur commerciale, pour sa couleur. Quand on coupe la racine fraîche, l'intérieur brille d'un jaune si intense, si lumineux, qu'on dirait qu'un métal précieux a été caché dans une plante. Un or qui tache tout ce qu'il touche, les mains, les tissus, les récipients. Une marque impossible à ignorer. Il pousse dans les régions tropicales du sud de l'Asie. En Inde, on le cultive depuis plus de 4000 ans. Dans les terres humides nourries par les moussons, où les plantes grandissent avec une force particulière. Là-bas, le curcuma faisait partie de la vie quotidienne bien avant l'écriture. Shennong l'obtint par les marchands de la route de la soie. Il arriva sous forme de poudre dorée, mais aussi sous forme de racines fraîches venues de très loin. Il voulut tester les deux. Le goût était terreux, amer, avec une chaleur douce. Pas le feu du gingembre, une chaleur lente. Quelque chose d'ancien, de profond, de lié à la terre et au soleil. Les effets ne furent pas immédiats. Shennong en consomma pendant des semaines avant de remarquer le changement. Puis un jour, il comprit. La douleur disparaissait. Il portait des douleurs anciennes, articulations raides le matin, muscles fatigués par les années. Des douleurs que l'on accepte comme le prix de la vie. Après plusieurs semaines de curcuma, ces douleurs commencèrent à s'éteindre. Un matin, se lever était plus facile. Un autre jour, marcher longtemps ne provoquait plus de gêne. Puis il réalisa qu'il avait oublié la dernière fois où quelque chose lui avait fait mal. Il étendit ses tests aux anciens souffrant de douleurs chroniques, aux guerriers marqués par d'anciennes blessures, aux travailleurs au corps épuisé. Tous ressentirent la même amélioration. Il écrivit « Cette racine dorée apaise les feux internes. Elle calme l'inflammation. Elle réduit la douleur née du gonflement des tissus. Quand le corps se combat lui-même, elle ramène la paix. » Les anciens comprenaient l'inflammation comme un excès de chaleur interne. Le curcuma était le remède de ce feu mal dirigé. En Inde, on l'utilisait depuis des millénaires. Dans le lait chaud du soir, sur les plaies pour prévenir les infections, dans les cérémonies de purification. Les mariées étaient enduites de curcuma avant les noces, pour protéger, pour bénir.
pour purifier. L'organe que le curcuma régénère n'est pas un seul organe, ce sont tous les tissus enflammés, les articulations, les muscles, les organes internes, tout ce qui brûle quand il ne devrait pas brûler. La science moderne a identifié la curcumine, un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants connus. Elle réduit le lève-inflammation chronique, protège les cellules, soulage les douleurs. Ce que Shennong observait empiriquement est aujourd'hui mesuré en laboratoire. Shennong classa le curcuma comme herbe moyenne, puissante et essentielle pour ceux dont le corps portait les traces du temps. La 7e plante de l'herbier interdit est révélée. L'étéor de la terre, celui qui éteint les feux qui détruisent silencieusement le corps. Chapitre 8. L'Ode angélique Dongke, les Chinois les s'appellent Dongke. Son nom signifie « celle qui devrait revenir ». Une légende explique ce nom. Une jeune femme épousa un homme qui partit à la guerre. Avant de partir, il lui promit qu'il reviendrait dans 3 ans. S'il ne revenait pas, elle serait libre de refaire sa vie. Elle attendit. 3 ans passèrent. Il ne revint pas. Respectant lui accord, elle épousa un autre homme. 1 mois plus tard, le premier mari revint. Il avait été capturé, emprisonné, mais avait fini par s'échapper. Il arriva pour trouver sa femme dans les bras d'un autre. La douleur fut insupportable. La femme, détruite par la culpabilité et la tristesse, tomba gravement malade. Aucun médecin ne parvenait à la soigner. La maladie ne s'était pas seulement dans le corps, elle était dans le cœur, dans l'esprit, dans le sang qui s'était figé sous le poids d'un chagrin trop lourd. Une vieille femme du village lui apporta une racine des montagnes. Elle lui dit de la faire bouillir et de boire l'infusion chaque jour. La jeune femme guérit, et la plante reçut son nom, Dongke, celle qui aurait dû revenir, comme l'Ijom, comme le sang qui devait recommencer à circuler, comme la vie qui devait revenir. Shennong connaissait cette plante bien avant que la légende existe. Il la trouva dans les hautes montagnes, là où l'air est froid et où les plantes poussent lentement, accumulant leur puissance pendant des années. Une racine aromatique, à l'odeur forte, qui annonçait son pouvoir avant même d'être goûtée. Ce que Shennong découvrit transforma la santé des femmes pour toujours. L'état angélique agissait directement sur le sang. Elle le nourrissait quand il était faible. Elle le faisait circuler quand il stagnait. Elle le régulait quand il était déséquilibré. Et ses effets étaient particulièrement puissants chez les femmes. Chaque mois, le sang coulait. Cela pouvait être naturel ou source de souffrance. Quand le sang circulait librement, le cycle passait sans douleur. Quand il stagnait ou s'affaiblissait, venaient les crampes, l'épuisement, les jours de mal-être. Le sang angélique rééquilibrait tout cela. Des femmes qui souffraient depuis des années trouvèrent le soulagement. Celles qui redoutaient chaque mois cessèrent d'avoir peur. Celles qui pensaient que la douleur était inévitable découvrirent qu'elle ne l'était pas. Shennong écrivit « Cette racine des hautes montagnes est l'herbe des femmes. Elle nourrit le sang quand il est faible. Elle le met en mouvement quand il est bloqué. Elle régule ce qui est déréglé. Elle apporte équilibre et vitalité, mais elle ne s'était pas réservée aux femmes. Les hommes aussi peuvent avoir un sang affaibli ou stagnant. Shennong en donna à des hommes pâles, fatigués, vidés d'énergie. Ils retrouvèrent leur force. Le sang est le sang, quel que soit le corps qu'il traverse. Depuis 5000 ans, la médecine chinoise utilise l'angélique. C'est l'herbe la plus importante pour la santé du sang, la plus prescrite pour les troubles féminins, la plus respectée pour sa capacité à redonner vie. L'organe que l'angélique régénère n'est pas solide, c'était le sang lui-même. Le fleuve qui nourrit chaque cellule, le lien entre tous les organes. Quand il est abondant et fluide, il y a santé. Quand il est faible ou bloqué, la maladie apparaît. L'astre angélique nourrit ce fleuve, le renforce, le remet en mouvement. Shennong la classa comme herbe supérieure, essentielle pour les femmes, précieuse pour tous. La 8e plante de l'herbier interdit est révélée. La racine, qui fait revenir la vie. L'herbe du sang qui a soutenu des générations entières. Chapitre 9. La Schisandra. Les anciens l'appelaient la baie aux 5 saveurs, parce que lorsqu'on la met dans la bouche, quelque chose d'impossible se produit. Quelque chose qui n'existe dans aucune autre plante. Elle est douce, elle est acide, elle est salée, elle est amère, elle est piquante. Les 5 saveurs en même temps. Pas les unes après les autres. Toutes ensemble, entrelacées, créant une sensation qui déroute et fascine à la fois. Shennong la trouva dans les forêts du nord, une liane qui grimpait le long des arbres et produisait des grappes de petites baies rouges. Les oiseaux les mangeaient avec avidité, les animaux les recherchaient. La plante était clairement précieuse pour ceux qui n'avaient besoin d'aucune explication. Quand Shennong goûta la première baie, il s'arrêta. Il mâcha lentement. Il ferma les yeux. Les saveurs apparaissaient et disparaissaient, se mélangeaient, se séparaient. Elle changeait à chaque seconde. Il n'y avait jamais rien goûté de semblable.
Dans la médecine qu'il construisait, les 5 saveurs correspondaient aux 5 organes principaux. Le doux nourrissait la rate, le sacide nourrissait le foie, le salé nourrissait les reins, l'amé nourrissait le cœur, le piquant nourrissait les poumons. Une plante qui contenait les 5 saveurs devait nourrir les 5 organes. C'était la théorie. Shennong devait la vérifier. Il consomma la Schisandra pendant des mois. Il observa avec attention, et les résultats confirmèrent la théorie. Les poumons respiraient mieux, le foie fonctionnait mieux, les reins filtraient mieux, le cœur battait avec plus de stabilité, la rate digérait plus efficacement. C'était comme si cette baie avait été conçue pour être un tonique total. Mais il y avait plus. Shennong remarqua un effet sur son esprit. Sa pensée devenait plus claire, sa concentration durait plus longtemps. Sa mémoire, affaiblie par l'âge, semblait se raviver. Il écrivit « Cette baie aux 5 saveurs nourrit les 5 organes, mais son don le plus rare agit sur l'esprit. Elle aiguise la pensée, elle renforce la mémoire, elle permet la concentration quand elle fait défaut. » Les érudits chinois l'adoptèrent rapidement. Lors des examens impériaux, où l'avenir d'un homme se jouait en une seule épreuve, les étudiants consommaient de la Schisandra. Pendant les longues nuits d'études, elle maintenait l'attention sans épuiser. Les moines taoïstes l'utilisaient pour approfondir la méditation. Elle calmait l'usage-agitation sans endormir. Elle focalisait sans créer de tension. Elle créait les conditions idéales pour le travail intérieur. Shennong nota encore un autre effet. La Schisandra protégeait le foie. C'était crucial pour quelqu'un qui avait passé sa vie à ingérer des substances toxiques. Son foie avait été sollicité au-delà du raisonnable. La Schisandra offrait protection et réparation. L'organe que la Schisandra régénère est multiple. Les 5 organes principaux. Mais si l'un devait être mis en avant, ce serait le foie et l'esprit. La science moderne a étudié la Schisandra en profondeur. Elle a identifié des composés protecteurs du foie, des substances qui améliorent les fonctions cognitives, des adaptogènes qui aident le corps à gérer le stress. Les 5 saveurs n'étaient pas symboliques. Elles signalaient une complexité chimique exceptionnelle. Shennong classa la Schisandra comme herbe supérieure, une des pierres précieuses de l'eupherbier, une seule baie contenant ce que d'autres formules cherchaient à obtenir par de multiples plantes. La 9e plante de l'herbier interdit est révélée. La baie aux 5 saveurs, le tonique total. Chapitre 10, le reishi. Le reishi n'était pas une plante, c'était un champignon. Mais pour les anciens, tout ce qui guérissait et poussait de la terre appartenait au même royaume sacré, et celui-ci occupait le rang le plus élevé. Il lui appelait le champignon de l'immortalité. Il pousse sur les troncs des arbres mourants, dans les forêts humides où la lumière pénètre à peine, là où les arbres tombent et se décomposent lentement, un lieu entre la vie et la mort. C'était là que le reishi apparaît, comme un messager entre deux mondes. Sa forme est unique, en éventail. Sa surface est brillante, comme vernis. Ses couleurs vont du rouge sombre au brun, parfois bordé de jaune ou d'orange. Il ne ressemble pas à un aliment, il ressemble à quelque chose de sacré, et il le sait. Les empereurs chinois envoyaient des expéditions entières dans les forêts uniquement pour le chercher. En trouver un était un signe de faveur céleste, un trésor plus précieux que les ors. Car l'or ne pouvait pas offrir ce que le reishi promettait, une longue vie. Peut-être même l'immortalité. Shennong passa des années avant de t'en trouver un. Il était rare, capricieux. Il ne poussait ni partout ni tout le temps. Quand il en tint enfin un dans ses mains, il sut qu'il touchait quelque chose d'exceptionnel. Le champignon était dur, presque comme du bois. On ne pouvait pas le manger. Il fallait le faire bouillir pendant des heures, extraire lentement son essence. L'estomac devenait sombre, amer, profonde. Shennong en but chaque jour. Les premiers jours, rien de spectaculaire. Pas d'explosion de cette énergie. Pas de transformation immédiate. Mais le reishi travaillait autrement, plus profondément, plus silencieusement. La première chose qu'il remarqua fut son sommeil. Il dormait mieux, plus profondément, plus réparateur. Il se réveillait comme renouvelé, comme si quelque chose s'était réparé pendant la nuit. Puis, il remarqua son état émotionnel, une paix nouvelle. Pas de lisse indifférence, pas de luce engourdissement. Une sérénité stable, même face aux difficultés. Comme si son esprit s'était accordé. Puis vint une sensation difficile à décrire, une connexion entre le corps et l'esprit, un équilibre intérieur. Shennong écrivit « Ce champignon qui pousse là où la mort nourrit la vie calme l'esprit humain. Il apaise sans endormir. Il renforce sans agiter. Il relie le corps et l'usam. Il nourrit ce que les sages appellent l'esprit. » Les taoïstes en firent le centre de leur pratique de longévité. Ils disaient que Pi nourrissait les 3 trésors. Le essence vitale, l'os énergie et l'esprit, un remède qui agissait sur les 3 niveaux de l'être.
Il racontait que les immortels consommaient du reishi régulièrement, qu'ils vivaient dans les montagnes reculées, qu'ils apparaissaient parfois pour transmettre leur sagesse. Mythe ou réalité, le reishi resta lié à l'idée de vie prolongée. L'organe que le reishi régénère n'est pas seulement physique, c'est le cœur au sens large. Le centre émotionnel, le siège de l'esprit. La Dépune lui est équilibre intérieur. La science moderne a confirmé ses effets. Renforcement immunitaire, réduction de l'œuf-inflammation, protection du foie, amélioration du sommeil, diminution du stress. Le reishi régule le système nerveux. Il apaise sans affaiblir. Il rééquilibre. Il restaure l'harmonie. Shenong le classa comme herbe supérieure, la plus élevée de toutes, car les autres soignaient le corps. Le reishi soignait le fètre entier. La 10e plante de l'herbier interdit est révélée. Le champignon de l'immortalité, le pont entre la terre et l'esprit. Chapitre 11. Le thé vert. La légende dit que Shenong le découvrit par accident. Il était assis sous un arbre, faisant bouillir de l'eau pour boire. Quelques feuilles tombèrent dans la marmite. Le seau changea de couleur. Un parfum inconnu s'y éleva avec la vapeur. Shenong, fidèle à sa nature, ne jeta pas l'eau. Il la goûta. Et le monde ne fut plus jamais le même. Que la légende soit exacte ou non, une chose est certaine. Shenong découvrit une feuille qui libérait dans l'eau chaude quelque chose d'unique. Une énergie différente de tout ce qu'il connaissait. Les plantes stimulantes qu'il avait testées avaient toujours un prix. Elles excitaient, puis épuisaient. Elles réveillaient, puis faisaient chuter. Elles accéléraient le cœur. Le thé vert, lui, faisait autre chose. Il réveillait sans agiter. Il éclaircissait sans troubler. Il donnait de énergie sans provoquer de chute. Shenong en but pendant des semaines. Il observa avec fascination. Il pouvait se concentrer plus longtemps. Ses pensées devenaient fluides. Il travaillait des heures sans fatigue mentale. L'esprit restait éveillé, mais calme, alerte, mais paisible. Il écrivit « Cette feuille des montagnes du sud réveille sans perturber. Elle clarifie sans refroidir. Elle énergise sans épuiser. Les sages peuvent penser des heures sans fatigue. Les méditants peuvent rester présents sans s'endormir. » Des siècles plus tard, les moines bouddhistes découvrirent la même chose. Le thé leur permettait de méditer pendant des heures. L'esprit restait attentif, le corps restait stable, mais le thé vert ne faisait pas que stimuler l'esprit. Shenong remarqua que ceux qui en buvaient régulièrement tombaient moins malades, que Ti maintenait mieux leur poids, que leurs dents étaient plus fortes, que leur haleine restait fraîche. Cette feuille protégeait tout le corps. Dans les montagnes, les moines vivaient très longtemps. Ils buvaient du thé chaque jour. C'était leur seul plaisir. Et leur longévité dépassait celle des populations voisines. La science moderne a révélé pourquoi. Le thé vert est rempli d'antioxydants puissants, des catéchines qui protègent les cellules du vieillissement, qui défendent le cœur, le cerveau, le métabolisme. Il contient aussi la léthéonine, un acide aminé qui calme le cerveau sans provoquer de somnolence. Associée à la caféine naturelle du thé, elle crée cet état unique, une vigilance paisible, une clarté calme. L'organe que le thé vert régénère est l'esprit, le cerveau, la mémoire, les attentions. Il protège contre le déclin mental. Les régions du monde où l'on boit le plus de thé vert présentent les taux les plus bas de démence. La lucidité y dure beaucoup plus longtemps. Mais ses effets ne s'y arrêtent pas là. Il protège le cœur, aide à brûler les graisses, renforce les dents, protège la peau. Une simple feuille agissant sur presque tous les systèmes du corps. Shenong ne connaissait pas la chimie, mais il connaissait les résultats. Il classa le thé vert comme herbe supérieure. Une plante que l'on pouvait consommer chaque jour, plusieurs fois par jour, sans danger, et avec des bienfaits qui s'accumulent avec le temps. La 11e plante de l'herbier interdit est révélée, la feuille qui éveille sans troubler, la compagne silencieuse des sages depuis 5000 ans. Chapitre 12. Le chrysanthème. La dernière plante de l'herbier n'est ni racine, ni écorce, ni feuille, ni champignon. C'est une fleur, et pas n'importe laquelle. C'est la fleur que les Chinois ont choisie comme symbole de l'automne. La fleur qui s'ouvre quand toutes les autres se fanent. La fleur qui montre sa beauté précisément quand le monde commence à mourir. Les empereurs cultivaient des jardins entiers de chrysanthèmes, pas seulement pour leur beauté, parce que Til comprenait son message. La vraie force apparaît quand les conditions deviennent difficiles. Fleurir en automne demande une puissance particulière. Shenong trouva les chrysanthèmes sauvages dans les collines de l'est de la Chine. Des fleurs jaunes et blanches qui apparaissaient lorsque le froid s'installait. Quand les autres plantes se retiraient, celle-ci naissait. Il goûta les pétales. La saveur était délicate, florale, mais légèrement amère.
Shenong avait appris que l'amertume indiquait souvent un pouvoir médicinal. Les effets furent subtils mais clairs. La première chose qu'il remarqua fut ses yeux. Des heures passées à écrire avaient fatigué sa vue. Irritation, brûlure, difficulté à se concentrer. Après quelques jours de thé de chrysanthème, la fatigue disparut. Ses yeux se sentaient frais, reposés, comme s'ils avaient dormi. Puis il remarqua la chaleur qui montait parfois à sa tête, rougeur du visage, maux de tête, pression interne. Le chrysanthème refroidissait cette chaleur. Il la faisait redescendre. Il apportait un soulagement immédiat. Il écrivit « Cette fleur de l'automne rafraîchit ce qui est trop chaud. Elle clarifie la vision troublée. Elle apaise les douleurs de la tête. Elle protège les yeux fatigués. » Les érudits chinois adoptèrent rapidement le thé de chrysanthème. Les longues heures de lecture et d'écriture épuisaient leurs yeux. La fleur leur permettait de continuer sans souffrance. Les médecins impériaux l'utilisaient pour les fièvres, surtout celles qui touchaient la tête et les yeux. Dans la médecine chinoise, les yeux sont liés au foie. Quand le foie est surchargé, les yeux souffrent. Quand le foie est trop chaud, les yeux brûlent. Le chrysanthème rafraîchit le foie. Et en le rafraîchissant, il guérit les yeux. Une seule fleur, 2 organes protégés. Les anciens luttes avaient compris par lutte d'observation. La science moderne le fait confirmer. Le chrysanthème contient des composés anti-inflammatoires. Il améliore la circulation oculaire. Il protège la rétine. Il soutient le foie dans la détoxification. Shenong classa le chrysanthème comme herbe supérieure. Une fleur que les sons pouvaient boire chaque jour, sans danger, avec des effets protecteurs profonds. La 12e et dernière plante de l'herbier interdit est révélée. La fleur de l'eusotone, celle qui protège les yeux qui lisent et le foie qui filtre.